Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais tellement envie de vous proposer. C'est que j'ai demandé à mes abonnés de me regrouper leurs meilleures astuces pour moins chauffer chez eux, pour ne pas chauffer chez eux. Vous le savez sûrement si vous connaissez ma chaîne, ou peut-être pas si vous me découvrez aujourd'hui. Je ne chauffe pas chez moi depuis pratiquement 10 ans, je vous ai déjà partagé plein d'astuces que j'avais pu mettre en place. Mais aujourd'hui ce sont mes abonnés qui m'ont donné leurs meilleures astuces et j'avais envie évidemment de les partager avec vous. Comme ça peut s'adapter à plein de situations différentes. Parce que sur la situation du chauffage, il y a plein de différences qui vont faire que selon là où l'on habite, le type de logement que l'on a, notre composition familiale, notre composition corporelle, nos habitudes, nos maladies, etc. On a tous finalement une consommation très différente. Il y a certains conseils qui pourront vous paraître purement comme du bon sens, mais en fait ce qui est du bon sens pour nous ne l'est pas forcément pour les autres et inversement. C'est pour ça que je trouve ça toujours bien finalement de mettre en commun tout ce que l'on sait et de piocher ce qui peut nous intéresser. La première astuce qui est énormément revenue, c'est d'utiliser la chaleur du four en hiver pour réchauffer le salon ou la cuisine selon comment est composé notre logement. En fait ça permet d'optimiser quelque chose d'involontaire quand on utilise le four, c'est que par le fait qu'on l'utilise ça réchauffe aussi l'extérieur. C'est quelque chose qui est pas très agréable en été, des fois c'est ce qui peut nous dissuader de faire des poivrons grillés alors qu'on en a super envie, mais on n'a pas forcément envie de réchauffer son logement encore plus. Mais en hiver, on a pas mal de choses comme ça qui vont avoir finalement une espèce de déperdition d'énergie qui va être sous forme de chaleur. Ça peut être le cas de notre four parce que ça se ressent vraiment, mais en fait ça va être le cas de plein d'objets qui consomment de l'énergie, ça va être le cas de nos lumières qui génèrent un tout petit peu de chaleur, ça va être le cas de notre frigo qui peut émettre pas mal de chaleur selon sa classe énergétique, c'est le cas de nos ordinateurs, de la télévision, etc. Tout ça en fait, en plus de faire ce qu'on leur demande, ça va souvent générer de la chaleur. C'est pas forcément un avantage en été, mais finalement en hiver c'est toujours ça de récupérer. Et pour l'optimisation du four, vous pouvez essayer par exemple de faire vos cuissons à des moments qui sont stratégiques pour que ça réchauffe un petit peu la pièce, pour profiter de cette chaleur qu'on a dans tous les cas juste en faisant à manger, pour couper un petit peu le chauffage ou pour retarder le moment où on allumera le chauffage. Ça peut valoir le coup de plutôt privilégier les cuissons au four, de plutôt privilégier parfois de faire des choses maison plutôt que de les acheter parce que non seulement on économise sur le prix d'achat, mais en plus l'énergie qu'on va payer pour le produire, on va la récupérer sous forme de chaleur aussi. Bien entendu, vous faites en fonction de votre charge mentale et de votre temps disponible. La deuxième astuce, c'est de fermer les volets la nuit. En fait, c'est vraiment important. Vous allez pouvoir conserver beaucoup plus de chaleur. Ça rajoute un petit peu d'isolation. L'hiver, au moment où il n'y a plus de lumière dehors, finalement, c'est bien de fermer ses volets, de fermer son store. C'est un petit peu l'inverse de l'été où on va avoir tendance à fermer nos volets au moment où le soleil tape. Là, en hiver, on va plutôt les fermer la nuit et ça peut vraiment faire une différence de plusieurs degrés sur la température de votre logement. La troisième astuce, c'est de boire des boissons chaudes tout au long de la journée. Donc ça peut être du café, du thé, bon évidemment dans des proportions modérées pour éviter de se retrouver surexcité en fin de journée et de pas réussir à dormir, mais ça peut être aussi de la tisane. Si vous êtes comme moi et que vous aimez bien le salé, ça peut très bien être des bouillons. Des fois je me fais dégoûter soupe miso, après ça c'est moi, j'aime bien, c'est protéiné, c'est salé, c'est réchauffant, enfin voilà, je trouve ça très sympa. Mais après la tisane c'est très bien aussi. Ça peut aussi être le fait de faire des repas chauds qui vont à la fois réchauffer votre maison comme on le disait avant, mais qui vous réchauffent aussi au moment où vous les consommez. Puis c'est bien des fois de tenir une tasse chaude, ça réchauffe aussi les mains. Et bien évidemment il y a le fait de manger suffisamment. Souvent quand on n'a pas mangé, qu'on a faim, on a tendance à être plus sensible au froid que lorsqu'on a mangé, parce qu'une fois qu'on a mangé des calories, qu'on commence à digérer, etc., ça va tout simplement réchauffer notre corps parce qu'on lui donne de l'énergie et il se passe des choses dans notre corps qui consomment de l'énergie. Donc ça c'est important aussi de vraiment consommer suffisamment de nourriture en hiver, parce que si vous êtes dans un gros déficit calorique, ça peut avoir tendance à vous refroidir aussi. Le quatrième point, je le trouvais intéressant parce que c'est un retour d'expérience d'une personne qui habite dans une yourte, qui m'a dit que tout simplement l'hiver elle portait une polaire, une écharpe, qu'elle dormait avec une double couverture et aussi elle conseillait de bien choisir une couverture qui soit une couverture hiver, parce que parfois on dort avec des couettes qui ne sont tout simplement pas adaptées pour l'hiver et qui ont tendance à moins nous réchauffer que ce que ça pourrait. Si jamais sa chaîne vous intéresse, c'est Laisse Libre, je vous la mettrai en barre d'infos, puisqu'elle parle du fait de vivre en yourte mais aussi de plein d'autres thèmes, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. La cinquième astuce qui est pas mal revenue aussi et que je trouve très bien, c'est d'associer des chaussettes plus des claquettes ou des chaussons ou peu importe ce que vous aimez porter à l'intérieur de chez vous. Mais en fait, le fait d'avoir cette double isolation, ça aide vraiment parce que parfois le fait d'être directement sur le sol, ça fait qu'on capte direct la température du sol, surtout quand on a du carrelage comme chez moi, le sol est plutôt froid et le fait d'avoir une isolation supplémentaire, ça aide beaucoup. Et au niveau des chaussettes, je vous recommande vraiment de prendre des chaussettes thermiques, c'est ce que j'utilise depuis des années. Je pense vraiment que j'aurais pas pu ne pas chauffer chez moi si je n'avais pas eu ces chaussettes thermiques. Mon copain en a aussi, on en a plusieurs paires, ça coûte aux alentours de 12-14 €, ça dépend où on les achète.
chaussettes. On peut les trouver à Nature et Découverte, mais si jamais vous n'en avez pas autour de chez vous, je vous mets un lien pour les prendre sur internet si jamais ça vous intéresse. Et vraiment, je trouve que c'est un super investissement. En plus, nous, généralement, on met des sockets en dessous, ce qui fait qu'on les lave pas aussi souvent que ce qu'on lave nos chaussettes qu'on porte juste une journée. Ça, on peut les porter quand même un petit peu plus, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de les laver tout le temps non plus. Donc même si vous avez que une ou deux paires, ça vous permet de tourner assez rapidement dessus. Et franchement, dans notre ancien appartement où il faisait quand même plus froid que dans celui-ci parce qu'il était quand même moins bien isolé, c'était pas catastrophique, mais il n'était pas aussi bien isolé que le logement qu'on a actuellement. Ça faisait une énorme différence. Le sixième conseil qui est revenu, c'est d'aller à l'extérieur en hiver, bouger, marcher, aller profiter du soleil quand il y en a dehors évidemment. On sort pas quand il y a des énormes rafales et qu'il y a une pluie ou un orage qui va plus nous refroidir qu'autre chose, mais en tout cas au moment où il fait sec et où il y a un petit peu de lumière ou peut-être un petit peu de soleil, c'est vraiment bien d'aller marcher, ça réchauffe. Et en fait après, quand on rentre à la maison, on est quand même un petit peu réchauffé pendant un petit temps, et ça peut vraiment être bien de le faire au moins une fois par jour quand les conditions sont correctes pour bénéficier de cet effet là. Le septième point, c'est d'aérer au moins une fois par jour, ne serait-ce que 5 minutes. Ça permet de renouveler l'air, ça permet aussi de chasser potentiellement l'humidité, même si parfois il fait très humide dehors, donc dans ce cas là c'est difficile d'agir sur l'humidité, mais au moins ça renouvelle un petit peu l'air. Je sais que j'ai des abonnés qui utilisent des déshumidificateurs et qui en sont très contentes aussi. Il y a aussi le système de VMC qui peut être très bien. Nous on en a un dans notre logement actuel. On aurait aimé en installer dans notre ancien logement qu'on met en location actuellement. Malheureusement ce serait assez compliqué apparemment parce qu'il nous faudrait l'accord de toute la copropriété, qu'ils le fassent aussi, etc. Mais en tout cas on y pense parce que je trouve que ça fait une vraie différence d'avoir un logement plutôt sec. Le ressenti d'humidité ça change tout en fait. Plus l'humidité est élevée, plus vous allez ressentir le froid, plus ça va être désagréable, alors que parfois quand c'est sec, même s'il fait vraiment froid, on va beaucoup moins le ressentir. Donc ça peut faire une grosse différence, mais en tout cas parfois le seul levier qu'on a, c'est d'aérer, essayer de choisir le bon moment pour aérer, le moment où il fait le plus chaud de la journée éventuellement. Si à un moment vous voyez que c'est une journée plutôt sèche à l'extérieur, vraiment d'en profiter pour chasser l'humidité, c'est vraiment important. Et surtout un taux d'humidité trop important, donc au-dessus de 70% généralement, ça peut abîmer votre logement, ça peut devenir mauvais pour votre santé s'il y a de la moisissure qui se développe, etc. Donc faites vraiment attention, ne mettez pas votre santé en jeu si le fait de ne pas chauffer entraîne des moisissures. Faites des économies sur d'autres points, faites des efforts écologiques sur d'autres points, mais pas forcément sur le chauffage. Le huitième conseil m'a été donné par plusieurs d'entre vous et honnêtement j'y aurais pas forcément pensé, c'est que pour certains l'hiver vous évitez le télétravail et quand vous avez le choix vous allez plutôt au bureau pour profiter des locaux qui sont chauffés, etc. et donc ça vous fait économiser de l'énergie. Je dirais que ça va surtout dépendre déjà de si vous préférez être à l'entreprise ou si vous préférez être à la maison. Ça dépend si le fait d'aller au travail versus rester à la maison ça vous coûte plus d'argent ou pas, si c'est plus compliqué pour vous, si c'est plus de charge mentale, de transport en commun, etc. En fait je pense que vraiment ça se réfléchit. Mais je pense que ça peut s'appliquer aussi quand on est étudiant d'aller plutôt à la BU par exemple à certains moments plutôt que de chauffer son logement, ou même pour n'importe qui de plutôt profiter du chauffage des lieux publics plutôt que de rester à la maison. Ça peut être aussi l'occasion lorsque vous faites une balade d'aller par exemple à la médiathèque passer un petit peu de temps et en fait ça cumulera l'effet de sortir de chez vous, donc de faire un petit peu d'exercice, ce qui réchauffe, d'aller dans un endroit qui est chauffé, de refaire de l'exercice, revenir chez vous et ça peut vous permettre d'être bien réchauffé pour ne pas avoir froid toute la journée. Parfois il y a ça qui peut être lourd aussi, c'est quand on a tout le temps froid et qu'on n'a pas de moment où on se réchauffe vraiment, ça peut être dur aussi, donc voilà, ça peut être bien de trouver du répit comme ça. La 9e astuce va concerner tout ce qui est couverture chauffante, dessous de lit chauffant, etc. Il y a une abonnée qui m'a carrément dit que c'était le meilleur investissement de sa vie et que ça lui avait permis de ne plus du tout chauffer en hiver et je comprends pas mal pourquoi. Nous on a acheté une couverture chauffante l'été dernier, on l'avait acheté pendant l'été souvent, elles sont moins chères pendant l'été. Actuellement, enfin au moment où je filme cette vidéo, elles sont à 34 €, elles ont tendance à bouger donc j'espère, normalement je poste la vidéo demain, j'espère que demain ce sera toujours à ce prix là, mais ça a tendance à pas mal augmenter au fur et à mesure de l'hiver, enfin le prix varie beaucoup, je sais pas vraiment pourquoi. Mais au moment où je l'avais acheté, moi je crois que je l'avais payé une quarantaine d'euros et je crois que vraiment au plus froid de l'hiver c'était monté à presque 70 €. J'avais des amis qui voulaient en acheter une et du coup c'est vrai que ça les avait un petit peu refroidis, mais dans tous les cas en fait ça permet vraiment de diminuer la note de chauffage. Donc si actuellement vous avez tendance à chauffer, parfois ça peut vraiment permettre, en fait au lieu de chauffer l'intégralité de la pièce, ça chauffe juste là où vous êtes. Vous pouvez mettre la couverture chauffante sur le canapé, vous asseoir à plusieurs dessus, ça vous réchauffe, vous pouvez avoir chacun vos couvertures chauffantes, etc. Ça c'est vous qui voyez. Nous on en a
a une pour deux, ça nous correspond très bien. On l'allume jamais très longtemps, souvent on va l'allumer juste 15 minutes et après on la garde sur nous, en fait c'est un peu comme un plaid et la chaleur générée reste et en fait elle se bloque entre nous et la couverture, donc ça permet vraiment de sentir bien au chaud, ce qui fait du bien parfois parce que comme je vous le disais, dès qu'on chauffe pas du tout, on a besoin par moment d'avoir un petit pic de chaleur quand même, ça peut vraiment faire du bien. Et même par exemple quand on va à la montagne, le studio est un petit peu chauffé à un minimum de 12 degrés, il y a une espèce de chauffage collectif au sol pour éviter que le bâtiment s'abîme ou ce genre de choses, donc il y a un chauffage minimum, il fait pas la même température que dehors, sinon il ferait évidemment beaucoup trop froid, mais quand on arrive dans l'appartement, généralement il fait 12 degrés, même là on n'allume pas vraiment le chauffage parce qu'il va se réchauffer assez vite par le fait qu'il est petit, on va faire 2-3 cuissons, ça va peut-être monter la température à 14 degrés, ce qui ne paraît pas énorme, mais nous en fait on va s'installer avec la couverture chauffante, donc dès qu'on rentre le soir, parce que la journée généralement on fait plein d'activités, bah on s'installe, on regarde un film, on a la couverture qui nous réchauffe totalement. En fait ça permet vraiment d'optimiser l'énergie qu'on utilise et ça ne coûte que quelques centimes pour une demi-heure d'utilisation par exemple, sachant que souvent vous n'avez pas besoin de l'allumer tout le long, enfin nous vraiment c'est rare qu'on l'allume plus que 15 minutes, ça va être soit pour se réchauffer un coup, après on la garde sur nous, soit on va la mettre dans le lit un petit peu avant de dormir parce que des fois c'est désagréable de se coucher dans un lit froid en hiver. Et dans ce cas-là, ça va permettre de mettre notre lit à une super bonne température. On la garde un petit peu, au bout d'un moment, on l'enlève parce qu'il y a tout simplement notre propre chaleur. C'est pareil, je vous mettrai le lien de la couverture que moi j'utilise en barre d'infos. Je la trouve vraiment géniale, j'ai eu plein de retours de votre part, super positifs dessus. Vous pouvez en trouver dans pas mal d'endroits, notamment en hiver, à plein de prix différents. J'ai reçu des retours très mitigés sur celle de Lidl. Je sais qu'ils la proposent chaque année en hiver. J'ai des abonnés qui l'ont adorée, j'ai des abonnés qui m'ont dit qu'au bout d'une semaine, elle ne marchait plus. Donc je sais pas trop quoi en penser. Au début, je voulais la prendre, mais voilà, je vous le dis si jamais, parce qu'à chaque fois qu'il y a une vente de couverture chauffante, du coup je reçois plein de messages m'avertissant qu'elle est en vente à Lidl pour pas trop cher. Elle est dans ces eaux là aussi, elle est autour de 30 €, mais l'année dernière c'était vraiment intéressant parce que celle que j'avais achetée était un peu plus chère. Et sincèrement ça nous a vraiment fait passer l'hiver sans chauffage le plus confortable de notre vie. Si on avait eu ça depuis des années, je pense que parfois ça nous aurait rendu les choses encore plus faciles, même si globalement on l'a toujours bien vécu, on s'est jamais mis dans des situations qui auraient pu être difficiles pour nous ou quoi que ce soit, enfin voilà. Si on avait des proches qui venaient à la maison qui étaient plus sensibles au froid, etc., on allumait le chauffage pour eux, évidemment. Si vous avez des bébés, des personnes âgées, etc., je suis pas du tout en train de vous dire de pas chauffer chez vous. Je vous parle juste de ce que moi je fais et en l'occurrence de ce que mes abonnés font aussi. En 10e point, ça va être la bouillotte qui a un petit peu le même effet que la couverture chauffante. Ça permet de réchauffer un endroit plutôt que de réchauffer la pièce en entier. En plus, c'est très agréable. Une bouillotte sur le ventre, moi je trouve que ça fait toujours du bien. Mais c'est vrai que depuis que j'ai la couverture chauffante, je suis totalement adepte de la couverture. Mais quand j'étais petite, chez mes parents, il y avait quand même une mauvaise isolation, notamment dans ma chambre. J'ai toujours eu des bouillottes pour dormir, c'était super aussi. Et ça permet en fait, même quand la pièce est froide, d'avoir chaud. Et en fait, moi je trouve ça agréable parce que j'aime pas dormir en ayant la tête au chaud. Je déteste dormir dans une chambre où il y a le chauffage, vraiment je trouve que ça assèche le nez. J'aime pas du tout, en fait j'aime bien avoir la tête un petit peu au frais et avoir chaud en dessous de la couette. La bouillotte ça peut vraiment amener ça, il en existe à base de graines, donc par exemple avec du lin, avec des pois chiches, etc. dedans, ou il en existe à base d'eau bouillante que l'on met dedans. Je préfère celle à base d'eau bouillante que je trouve beaucoup plus efficace, mais ça peut être un peu plus contraignant parce que déjà il faut faire attention à pas se brûler, il faut la changer régulièrement, etc. Et je trouve que la couverture chauffante s'applique beaucoup mieux dans mon quotidien, mais après c'est selon nos préférences bien évidemment. Le 11e conseil, c'est de choisir un logement exposé sud. Alors bien évidemment, ça c'est pas un truc qu'on peut faire dans l'instant T, mais ça peut se réfléchir à l'avenir, surtout si on habite dans une région où il fait plus souvent froid que chaud. C'est vrai que nous, notre logement, quand on l'a acheté, on savait qu'il n'était pas exposé sud, il est exposé je crois ouest, et il me semble que la terrasse est exposée un petit peu sud, ce qui fait que le soleil tape un tout petit peu sur notre façade mais très peu sur les vitres. Il y a un petit filet de soleil comme ça qui rentre en hiver. En été il y en a un peu plus parce qu'il passe au-dessus de l'immeuble en face, mais voilà. En tout cas dans notre cas c'était pas forcément intéressant parce que dans le sud il fait plus souvent chaud que froid et vraiment l'été quand on est exposé sud je trouve ça désagréable. On a déjà eu un logement qui était exposé sud et c'est vrai que l'hiver c'était plus confortable parce que le soleil réchauffait bien l'appartement, mais l'été je trouvais ça horrible. Et vraiment, moi j'ai tendance à préférer dormir dans le froid quitte à me réchauffer que de me coucher dans la chaleur et pas pouvoir m'endormir, je déteste ça vraiment. Donc c'est vrai que notre choix s'est plutôt porté sur un logement qui n'était pas forcément exposé sud, mais c'est vrai que ça peut être génial un logement exposé sud. Le soleil qui tape sur les fenêtres, ça réchauffe vraiment, ça fait un espèce de chauffage gratuit on va dire, donc c'est vraiment à considérer. Évidemment ça s'applique surtout pour les appartements, mais maintenant la plupart des maisons ont leur baie vitrée etc. qui est exposée sud il me semble, enfin je crois, dites-moi si je me trompe, mais je crois que dans
dans les nouvelles constructions c'est toujours ça, mais vraiment moi mon rêve ce serait d'avoir une chambre exposée sud pour l'hiver et une chambre exposée nord pour l'été et de pouvoir inverser entre les deux. Bon, ce sera pas possible, en tout cas pas pour le moment, mais bon, en tout cas c'est ce que j'aimerais. Le 12e point, c'est de rester au maximum dans une ou deux pièces de la maison pour éviter de chauffer toute la maison. En fait, vous chauffez vraiment les pièces de vie, ou même si vous les chauffez pas, il y a le four, etc. qui vont amener de la chaleur. Vous fermez les portes des pièces qui ne sont pas utilisées tout le temps, et ça vous permet vraiment de concentrer la chaleur. Ça, c'est vraiment ce qui a été fait aussi dans le temps. Les maisons, généralement, avaient vraiment leurs pièces de vie, et finalement, l'hiver, les gens vivaient énormément dans les pièces de vie. Il y avait vraiment le foyer, donc le feu de cheminée, et on dormait un petit peu autour pendant l'hiver parce qu'on n'allait pas perdre de la chaleur. Évidemment aujourd'hui on adapte selon notre mode de vie aussi, mais j'ai reçu des retours de personnes avec de très petits moyens qui m'ont dit que vraiment quand c'était très difficile l'hiver de payer les factures etc, ils allaient essayer de plutôt dormir dans les mêmes chambres, donc de regrouper les enfants dans la même chambre. Il y en a qui m'ont dit qu'ils mettaient le lit de leur enfant dans la chambre pour n'avoir qu'une pièce à chauffer, etc. Il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place aussi. Si vous avez une grande maison, vous pouvez en condamner une partie pendant l'hiver si vous n'utilisez pas cette partie. Mes parents, c'est ce qu'ils font par exemple, il y a vraiment l'étage de la maison qui est très mal isolé et avec le toit, il y a vraiment... En fait, l'été il fait super chaud, l'hiver il fait super froid à l'étage. En fait, quand je ne viens pas, ils condamnent vraiment l'étage, personne n'y va, c'est fermé. Ils mettent des petits boudins de porte, etc. pour en fait chauffer qu'une partie de la maison au lieu de chauffer l'intégralité de la maison et qu'il y ait des pertes de chaleur. Pour la 13e astuce, j'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle avait un logement qui était vraiment assez humide mais qu'elle avait envie de ne quasiment pas chauffer et du coup ce qu'elle faisait c'est que la seule pièce de la maison qu'ils vont chauffer c'est la salle de bain avant les douches en fait. Ils vont chauffer juste à ce moment-là, ensuite ils prennent tous leur douche à tour de rôle, ce qui permet en fait d'éviter de chauffer plusieurs fois dans la journée etc. Et à la fin de la douche du dernier, ils aèrent et ça permet vraiment en fait de pas se doucher dans le froid, de pouvoir évacuer l'humidité ensuite et de pas avoir besoin de chauffer l'intégralité de la maison. Ça peut vraiment être un bon compromis entre ne pas chauffer du tout et chauffer chez soi, c'est de chauffer juste voilà dès que c'est vraiment nécessaire et si en complément vous avez une couverture chauffante par exemple, bah ça peut vraiment vous permettre de largement diminuer votre consommation d'énergie. Le 14e point c'est de porter des sweat plaids un petit peu pendant l'hiver, ça c'est beaucoup revenu aussi et je trouve ça hyper important. Parfois il y a des personnes qui vont dire mais moi je mets un pull l'hiver et j'ai quand même froid. En fait ça dépend de ce qu'on met comme pull, ça dépend vraiment de ce qu'on porte. Moi je trouve que tout ce qui est polaire c'est vraiment bien parce que ça conserve vraiment notre chaleur dans la polaire, ce qui fait qu'on a beaucoup moins froid. Il y a le fait aussi, comme pour les chaussettes et les chevilles dont je vous parlais tout à l'heure, se couvrir suffisamment, il faut pas avoir la gorge nue par exemple. Là on est en septembre, ça va, tout va bien, mais en janvier par exemple, bah, c'est pas un pull que je porterai, ça c'est un pull d'intersaison, ou alors je le porterai mais avec ma veste plaid par-dessus quand je suis à la maison, parce que vraiment avoir la gorge couverte c'est important, avoir quelque chose de suffisamment chaud. Et il y a aussi le fait de faire l'oignon, ça veut dire de se mettre le plus de couches possible, enfin pas le plus de couches possible mais d'en mettre pas mal, parce que en fait la chaleur va à chaque fois se bloquer entre les couches et ça nous permet d'être protégés par plein de petites couches comme ça de chaleur plutôt que de porter un seul truc très chaud. Parfois vous pouvez compléter une tenue entière qui vous couvre pas assez juste en mettant un petit débardeur en dessous de votre t-shirt par exemple. Ça va être finalement la couche qui permet de compléter l'oignon et qui vous permet d'avoir suffisamment chaud. Et par exemple moi en hiver j'aime beaucoup avoir ce type de petite veste comme ça. J'en ai plusieurs qui sont en polaire, qui sont pas forcément les plus esthétiques, mais franchement c'est pas grave, c'est le genre de truc qu'on porte à la maison. J'en avais trouvé chez Etam, j'en avais acheté sur internet aussi, enfin on en trouve assez facilement, faut juste vraiment que ce soit suffisamment isolant en fait. Il y en a qui sont pas aussi chaudes que d'autres, donc n'hésitez pas à les essayer ou à voir les retours qu'il y a dessus. Mais ça par exemple c'est vraiment un de mes uniformes de l'hiver, quand je suis à la maison je porte ça pratiquement tout le temps. La 15e astuce, je l'ai trouvée plutôt rigolote, c'est de passer l'aspirateur ou le balai. En fait ça s'applique à tout ce qui permet de faire du mouvement. Globalement en faisant du mouvement on a tendance à se réchauffer, mais il y a aussi parfois le fait justement d'être immobile pendant des heures, notamment quand on fait du télétravail avec la main vous savez sur la souris qui se refroidit de plus en plus, bah des fois on commence à avoir super froid et il faut vraiment prendre l'habitude de bouger un petit peu de temps en temps. J'ai eu dans les retours d'abonnés des gens qui me disaient qu'ils faisaient des squats par exemple, des gens qui font juste quelques pas. Parfois ça peut être en effet d'aller passer l'aspirateur ou le balai, même si parfois on n'a pas envie de couper totalement la tâche que l'on fait, mais juste de bouger un petit peu. Et dans tous les cas c'est toujours bien d'intégrer du mouvement dans sa vie, même pour sa santé. Donc ça peut être bien d'avoir le réflexe un petit peu régulièrement de se lever, de bouger un petit peu. Et d'ailleurs concernant la main froide sur la souris, j'avais eu l'astuce de la part d'un ami justement qui voulait acheter la couverture chauffante l'année dernière au moment où elle était super chère. Il s'était rabattu sur un tapis de souris chauffant dans lequel il peut mettre sa main. En fait ça fait comme une poche de kangourou un petit peu dans laquelle on met notre main et qui chauffe. Ça consomme très peu d'énergie parce que c'est pareil, c'est un tout petit objet à chauffer et vous n'êtes pas obligé de l'allumer la totalité du temps, mais en fait ça permet des fois d'éviter d'avoir la main froide, parce que c'est vrai que d'avoir la main un petit peu relevée sur la souris comme ça, un petit peu rigide et avec le son
sang qui circule plus tellement dedans, ça peut parfois amener à avoir super froid aux extrémités. Donc ça peut être bien. De toute façon, il existe plein de trucs en chauffant. Ici, on a que la couverture, mais je sais qu'il existe des tapis de pieds chauffants, il existe des vestes chauffantes, des bonnets chauffants, même des chaussettes, je crois, qui sont pas thermiques mais vraiment chauffantes. Voilà, il y a plein de trucs qui existent. En 16e point, en parlant de réchauffer les pieds, j'ai une abonnée qui m'a dit qu'à chaque fois qu'elle travaillait sur son bureau, il y avait son chien qui venait se mettre sur ses pieds et que mine de rien, ça lui réchauffait largement les pieds. J'ai des abonnés aussi qui m'ont dit qu'ils dormaient avec leur chat par exemple ou avec leur chien et que globalement, ça a amené une source de chaleur. Alors évidemment, c'est un bénéfice collatéral puisque avoir des animaux, c'est pas uniquement dans le but de nous apporter quelque chose, mais c'est toujours chouette finalement d'avoir ce petit effet secondaire. Même si je suis pas sûre qu'en termes de prix, ce soit plus intéressant que le chauffage, vu que les animaux restent une responsabilité financière aussi. Donc bien évidemment on réfléchit avant de prendre un animal, c'est pas le sujet de la vidéo mais je trouve que c'est toujours important de le rappeler quand même. 17e point, c'est de refaire l'isolation quand on est propriétaire. C'est clair qu'ici j'ai vraiment pu voir la différence entre un logement isolé et un logement qui était moins bien isolé. Ici par exemple, là, même s'il commence à faire plus froid dehors, il fait encore assez chaud dans l'appartement parce que notre appartement garde pas mal la chaleur pendant pas mal de temps, ce qui peut être un petit inconvénient quand même parfois en été quand on a du mal à faire sortir la chaleur qui s'est accumulée, mais en tout cas en hiver c'est vraiment très pratique puisque notre appartement met vraiment longtemps avant d'être froid, donc c'est vrai que ça fait une grosse différence. C'est pas pareil de vivre dans un logement isolé que mal isolé. Je le vois très bien quand je retourne chez mes parents et qu'il fait 9 degrés dans ma chambre, c'est pas la même chose que même mon logement quand il est pas chauffé. Je ne ressens pas un tel froid non plus, donc évidemment ça coûte de l'argent, c'est pas forcément facilement accessible, mais ça peut être intéressant si on a la possibilité de le faire, de l'envisager, etc. Le 18e point, c'est de se mettre un plaid sur les genoux quand on travaille, quand on est assis ou même quand on est sur le canapé. Ça nous permet vraiment d'avoir un bouclier anti-froid. Vous avez été plein à me parler de cette astuce et il y en a plein qui avaient un peu honte de donner une astuce aussi simple, mais en fait il y a des gens qui le font pas, donc ça veut dire qu'on peut peut-être repartager l'astuce aussi et que peut-être que pour nous c'est d'une banalité affligeante de mettre un plaid, mais qu'il y en a qui n'ont pas forcément ça dans leurs habitudes, ou parfois on oublie, parfois on a des plaids mais on n'y pense pas, mais ça fait une grosse différence aussi, en plus d'être bien couvert évidemment, mais surtout quand on bouge pas, c'est bien d'avoir quelque chose pour nous protéger du froid. Le 19e point, c'est de mettre des rideaux thermiques chez soi. On avait fait ça dans nos 2 anciens logements qui étaient, comme je vous le disais, un peu moins bien isolés, et vraiment on sentait une différence avec les rideaux thermiques. C'était aussi pratique l'été parce que ça permettait de réfléchir la lumière à l'extérieur la journée quand on n'avait pas envie de réchauffer notre logement, et en hiver ça faisait une couche d'isolation en plus et vraiment ça faisait une grosse différence. On n'en a pas mis dans ce logement là parce qu'on trouve que l'isolation est suffisante, mais vraiment ça fait la différence. N'hésitez pas à aller regarder. Ce sont des rideaux qui sont un peu épais et ce qui est bien c'est qu'ils sont aussi utiles l'été que l'hiver. Et enfin, la 20e astuce que j'ai reçue, c'est une personne qui me disait que pour elle il avait juste suffi de s'habituer au froid, que ça semblait bête à dire mais qu'en fait elle avait coupé le chauffage. La première année elle avait un peu froid, les années d'après ça allait, parce qu'en fait on s'habitue à beaucoup de choses. Donc évidemment c'est dans une certaine mesure, ça s'applique pas pour tout, mais c'est vrai que parfois on a quand même pas mal pris l'habitude qu'il fasse la même température, été comme hiver, dans notre logement. Je pense par exemple aux entreprises. Il y a quelques années on avait fait le constat avec Didier que dans l'entreprise où il travaillait, il passait de la clim au chauffage très rapidement en fait. C'était il mettait la clim peut-être, je sais pas, à 23 degrés pendant l'été, et au moment où il commençait à faire un petit peu en dessous, il mettait le chauffage à 21 degrés, et que finalement il y avait toujours une utilisation d'énergie pour maintenir cette température constante, et qu'il n'y avait pas de différence entre l'été et l'hiver, alors que finalement ce sont pas les mêmes saisons. Ça peut être un peu normal d'avoir froid en hiver et d'avoir chaud en été, évidemment en restant dans le raisonnable et le supportable. Le but c'est pas de se mettre dans des conditions extrêmes, mais ce que je veux dire c'est que ça peut être normal de se couvrir un peu plus et d'essayer de mettre en place des choses pour se réchauffer sans forcément mettre le chauffage super fort, et ça peut être normal l'été d'avoir un peu chaud et de mettre en place des choses pour se rafraîchir. Et au niveau du chauffage, on peut essayer de se challenger un petit peu à peut-être le mettre un petit peu plus tard, se donner un objectif, essayer de tenir quelques jours de plus, essayer justement d'appliquer plein de petits conseils pour pouvoir l'allumer le plus tard possible ou tenter son premier hiver sans chauffage selon les conditions dans lesquelles on vit. Et c'est vrai que je trouvais le conseil plutôt pertinent. Évidemment il n'est pas à balancer à la tête des gens en mode non mais vous chauffez, pourquoi vous chauffez, n'importe quoi, parce que c'est pas ça, et évidemment qu'il y a des conditions dans lesquelles on est obligé de chauffer. Si par exemple vous êtes assistante maternelle, vous pourrez pas forcément baisser le chauffage au minimum chez vous, mais peut-être que vous pourrez réussir à baisser d'1 degré en utilisant par exemple un tapis chauffant pour que les enfants puissent jouer dessus, ou utiliser des couvertures chauffantes ou d'autres stratagèmes. Et c'est pareil si vous avez une sensibilité particulière au froid. Des fois on est tout simplement frileux, dans ce cas là on fait
en fonction, mais c'est simplement pour parfois garder en tête que des fois on s'est peut-être habitué à des choses qu'on considère comme normales, qui sont un petit peu un luxe. Ça veut pas dire qu'il faut supprimer ces luxes, ça veut juste dire qu'il faut parfois en avoir conscience, et si ça nous met dans une situation financière difficile, essayer d'agir dessus ou de voir s'il n'y a pas d'autres points sur lesquels on pourrait agir. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Merci encore à tous ceux qui m'ont envoyé des astuces. Vraiment, j'ai reçu des centaines de messages contenant des astuces, donc évidemment il y en a plein qui se ressemblaient, donc j'ai pu les condenser, mais c'était vraiment chouette parce qu'il y a des choses que moi j'aurais pas forcément proposées, et je trouve que c'est intéressant de voir les points sur lesquels on peut agir. Chaque point n'est pas forcément transcendant, c'est pas forcément quelque chose de révolutionnaire, mais parfois c'est bien de se rappeler un petit peu les basiques, parfois c'est bien aussi de voir comment font les autres. En tout cas, je trouvais que c'était un sujet intéressant, et je trouvais que c'était bien d'y penser un petit peu plus tôt finalement dans l'année. Je trouve que ça permet de mieux se préparer. En tout cas, si vous avez des astuces en plus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo, ça soutient énormément mon référencement. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Sur cette chaîne, je partage des astuces budgétaires, je partage des recettes à petit budget, je partage aussi du lifestyle et sur plein de sujets en général. Donc si ça vous intéresse et que vous ne voulez rien manquer, n'hésitez pas. Je suis aussi sur Instagram où je poste des stories quotidiennement, c'est Mûri Noisette également. Et donc c'est tout pour moi. Je vous dis donc à dans environ 5 jours et portez-vous bien d'ici là. Ciao ciao!